Après avoir été bloqués pendant 1 heure par la tribune de la presse parlementaire, nous avons finalement réussi à entrer à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour réaliser une entrevue exclusive avec le chef du Parti québécois. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je vous présente une entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui pourrait devenir notre prochain premier ministre du Québec. Au menu, l'économie, le tramway de Québec, la collaboration du privé dans le secteur public, les référendums proposés en Alberta, l'immigration, les prières de rue, la laïcité, le programme de rachat des armes à feu et enfin, l'aide médicale à mourir. Des sujets rarement abordés dans les médias traditionnels, mais qui préoccupent directement bon nombre d'entre vous. Beaucoup de questions pour seulement 1 heure d'entretien, et je remercie d'ailleurs le chef du Parti québécois pour son ouverture. N'oubliez pas que nous ne recevons aucun financement gouvernemental et notre travail comporte des risques. Si vous le pouvez, pensez à nous soutenir via soutenezalexa.com. Merci et bonne écoute. Bonjour, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Premièrement, merci d'avoir accepté de tenir cette entrevue avec nous, puisque plusieurs politiciens qui ont, eux, refusé d'avoir une conversation avec nous. Ouais. On ne sait pas trop c'est quoi les raisons en arrière, mais c'est important d'avoir une discussion. Puis c'est important aussi de voir votre vision pour le Québec de demain. Ben, pour être très honnête, moi, qu'un média soit à droite ou à gauche, si je constate de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on rend fidèlement ce qui a été dit, que des questions viennent du champ droit ou du champ gauche, c'est sain pour la démocratie. Puis, pour être très honnête, l'été dernier, je voulais commenter et j'étais vraiment stupéfait par les prières de rue devant la basilique Notre-Dame. Et comme politicien, mais je ne suis pas journaliste, donc je me disais, il va y avoir des papiers qui sortent bientôt qui documentent un phénomène qui était impensable il y a à peine 10 ans et qui est d'intérêt public, là, parce que c'est la place publique, c'est le religieux, etc. Et ça m'a marqué cette fois-là, parce que, pour être honnête, je ne te connaissais pas vraiment, mais cette fois-là, je me suis dit, OK, mais donc, il y a une seule journaliste qui couvre une question d'intérêt public sans équivoque, si on regarde ce qui se passe aussi à l'échelle du reste de l'Occident. Donc, aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que toutes les questions, tant qu'il y a de l'honnêteté intellectuelle dans la démarche, toutes les questions ont une valeur en démocratie. Puis il y a des angles à droite, je pense que c'est ton cas. Puis il y a des angles à gauche auxquels je me soumets. Puis mon seul critère, moi, c'est que je veux juste pas que ce que j'ai dit soit déformé. Puis je pense que c'est pas du tout ton cas, évidemment. Donc, moi, j'accepte, ça me fait plaisir. Là. Vous êtes chef du Parti québécois depuis 2020. Oui. Et vous êtes député de Camille-Lorrain. Et vous avez un beau CV. Hein? Vous êtes titulaire d'un certificat en droit international de l'Université suédoise de Lund, baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill et maîtrise en administration des affaires de l'Université Oxford. Vous êtes polyglotte. Vous parlez 5 langues? De moins en moins parce que je ne les pratique plus, mais il fut une époque où en danois, j'étais redoutable. J'ai même donné une entrevue au Média national danois à la télévision il y a 1 an et demi. Wow! Puis ma famille d'accueil, parce que j'ai été hébergé pendant 1 an par une famille d'un pasteur luthérien qui avait des poules. Bref, ils capotaient là, quand ils m'ont vu à la télévision nationale. Puis c'est un topo sur le Parti québécois, puis j'explique tout en danois. Donc, mais tu sais, avec le temps, je le perds. Je vais commencer avec une question vraiment simple, mais que plusieurs personnes se questionnent. Les gens veulent savoir, vous, en tant que personne, vous vous trouvez où sur l'échiquier politique? Vous parlez gauche-droite, j'imagine? Parce que, tu sais, sur l'indépendantisme, je pense que tout le monde a compris. Oui, tout le monde le sait. Bon. C'est parce que je suis à la tête d'un parti de coalition, historiquement. Il est plus centre-gauche que centre-droit si on regarde l'ensemble des périodes. Lucien Bouchard est associé plus au centre-droit. Mais tu sais, les années Lévesque, Landry, Parizeau, tu sais, c'est un centre-gauche, mais même Lévesque va finir sa carrière piétiné par des syndicats qui lui en veulent parce qu'il essaie de ramener les pendules à l'heure après certaines dérives dans, je pense à l'époque, la fonction publique. Donc, il y a eu toutes sortes d'épisodes. Moi, personnellement, je crois à des services publics de base. Tu sais, pour moi, un enfant qui a besoin, tu le soignes, puis il a le droit d'aller à l'école. Là.
Puis il y a des affaires sur lesquelles tu ne fais jamais de compromis dans une société. Puis on a les moyens comme société riche. Donc, je crois au service public, ce qui me définit donc plus centre-gauche en principe. Mais je suis à une époque où la bureaucratie augmente 3 fois plus rapidement que la population, puis pendant que les services, eux, ne rencontrent plus les besoins de la population. Donc, pour reprendre un peu votre formule de tantôt, si on n'est pas dans l'idéologie puis on sert strictement à la vérité, tu es obligé à un moment donné de dire il va falloir qu'il y ait des coupures importantes dans la bureaucratie si on veut que les services de base survivent à un vieillissement de la population et surtout à un apport aussi. On a vu 600 000 temporaires tout d'un coup arriver au Québec d'une traite. On voit que les systèmes fournissent plus, là. Donc, c'est une question de... Je ne sais pas si c'est rendu là, c'est à gauche ou à droite, mais c'est une question de bien nommer on est rendu où comme société. Puis certains peuvent dire, tu sais, moi, je pense que c'est pas grave si nos aînés ne sont pas tous soignés ou si nos enfants n'ont pas tous accès à l'école. Moi, je suis vraiment dans l'idée qu'il y a des affaires qu'on doit livrer pour tout le monde dans la société, mais que si en ce moment on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des problèmes ailleurs, puis il faut être capable de les nommer. Puis si ces problèmes-là, le fait de les nommer, me fait en sorte qu'il y a des gens qui me définissent à droite, moi, ça m'est complètement égal, là. Le dernier sondage qui est sorti vous met côte à côte avec le Parti libéral, mais tout indique que vous seriez le prochain premier ministre du Québec. Vous allez hériter quand même d'une dette importante. On parle de 260 milliards de dollars, un déficit projeté à 8,6 milliards de dollars. On a une pyramide démographique qui est inversée. Donc, on a moins de personnes pour payer les services pour une population qui est vieillissante. Ça creuse nécessairement l'inégalité intergénérationnelle. Selon vous, est-ce qu'on a atteint la limite de l'État-providence? Quel ajustement financier aux réformes que vous proposez? Et pensez-vous qu'il faudrait ouvrir le privé avec le public? Vaste programme. OK, allons-y. Le ratio dette-PIB du Québec est relativement stable, puis autant j'ai été critique du ministre Girard sur la nature des déficits, c'est-à-dire pourquoi 10 milliards. En termes de ratio dette-PIB, comparé aux autres provinces ou à l'Europe, là, je veux dire, le Québec n'est pas en posture. Ça se compare relativement bien. C'est simplement que la raison du 10 milliards, c'est, puis on va parler d'ajustement ou de changement, là, c'est un chéquier de Pierre Fitzgibbon qui se fait aller dans toutes les directions à des entreprises pour lesquelles on connaît presque rien dans certains cas, beaucoup des multinationales au lieu d'avantager nos propres PME québécoises. Des scandales comme SACLIC, donc des problèmes clairement de gestion. Et en général, une taille de l'État, donc en bureaucratie, là, et je parle d'emploi de bureau, là, pas d'emploi de gens qui livrent des services à la population, une croissance beaucoup plus rapide de ces emplois-là que la taille de la population, puis les budgets, que les revenus. Je pense pas que c'est viable dans le système actuel pour la raison suivante, c'est que si au moins on avait 100% du budget de nos revenus fiscaux, là, puis on disait, bien, nous autres, on doit faire certains ajustements si on veut donner à des personnes qui ont payé leurs impôts toute leur vie le droit de se faire soigner rendu à la retraite. Tu sais, à la limite, moi, je pense que c'est très faisable. Mais si la moitié de tes impôts vont à Ottawa, puis c'est souvent, on passe à côté de cette discussion-là, on focus sur le gouvernement du Québec, qui, en comparaison avec d'autres provinces canadiennes, somme toute, au niveau de l'endettement, n'est pas hors de contrôle. Puis on passe à côté du fait que l'autre moitié des impôts s'en va à un gouvernement qui est dans des dérives idéologiques dans toutes les directions, dédouble ce qu'on fait déjà et offre très peu de services pour cette moitié d'impôts. Donc, il y a une moitié qui sert à la santé, l'éducation, les services sociaux, puis à peu près tout ce qu'il y a de défis dans notre société. Puis tu as l'autre côté, le gouvernement du Canada qui dit « Moi, je vais peut-être t'envoyer des transferts éventuellement, mais en général, j'aime mieux dédoubler ce que tu fais déjà pour exercer du pouvoir à ta place, à travers ce pouvoir-là des impôts. » Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que là... Moi, je pense pas que, pour répondre à ta question, si on demeure dans le Canada puis on consent à un dédoublement puis à autant de gaspillage à Ottawa, ça s'appelle l'asphyxie fiscale, c'est que tu n'as plus les revenus pour les responsabilités que tu as. Et d'ailleurs, c'est très surprenant pour les auditeurs qui t'écoutent, qui te sont fidèles, qui sont conservateurs du PCQ. C'est ahurissant de voir que lorsque je dis que l'indépendance du Québec va faire en sorte qu'on ne pourra pas réembaucher tous les fonctionnaires fédéraux et qu'on va devoir couper dans cette bureaucratie-là si on veut non seulement rendre des services, mais probablement aussi réussir à baisser le fardeau fiscal des gens qui n'arrivent plus,
C'est hallucinant de voir le Parti conservateur du Québec être contre ce que je dis, puis défendre cette bureaucratie fédérale, parce que c'est là qu'il y a le plus de gaspillage. Donc, logiquement, quelqu'un qui trouve qu'il y a trop de superposition, de gestion de paperasse et pas assez de services pour les impôts payés, devrait être en faveur de supprimer un gouvernement de trop, puis qu'au moins les décisions se prennent à un seul endroit et non pas à 3 endroits différents où personne ne s'entend, puis les procédures se multiplient, puis les couches de Il y a quand même aussi contrôle. ça coûte quand même de l'argent. Si, admettons, le Québec se séparait, il y aurait quand même des frais de créer les départements, mettons, C'est qu'on des n'a coûts de pas. transition. C'est des coûts de transition. L'armée. Non, parce que ce qu'on fait quand on fait le budget du Québec indépendant, c'est qu'on prend la part de ce qu'on paie déjà pour l'armée, puis on dit, bien, avec cet argent-là, donc 20 milliards pour l'armée canadienne, bien, nous autres, ça nous amène à 20 % de ça. Donc, 4 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 milliards? Puis là, bien, on a déjà les infrastructures sur notre territoire, on a des gens qui sont entraînés, puis on se tourne vers des pays comme le Danemark, qui viennent de tenir tête aux États-Unis, là, et qui fonctionnent avec à peu près ce budget-là, et qui ont peut-être pas l'armée des États-Unis, justement, là. Mais justement, parce que l'armée des États-Unis, il se base sur eux pour venir les protéger s'il y a quelque chose comme nous. Si on n'aurait pas les États-Unis comme voisins, notre armée... Géopolitiquement, en effet... ça serait quasiment impossible. Exact. Mais donc, le Québec a les moyens d'avoir une armée qui contribue. Elle ne sera jamais de la taille des États-Unis. Mais en même temps, à l'inverse, quand je vois des politiciens suggérer que le Canada nous défend contre Trump, là, c'est pas sérieux. Là. Je veux dire, si les États-Unis prennent des décisions, ce qui n'arrivera pas en passant, là, mais l'idée que l'armée canadienne est un rempart de défense des Québécois, là, ça a été complètement galvaudé. Et moi, je suis confiant que, comme n'importe quel pays européen de notre taille, ben, on ferait la même chose. On aurait Vous ne croyez pas que la collaboration privée-santé, comme, admettons, dans le système de santé ou dans les infrastructures, admettons, routiers, qui, je ne sais pas si vous avez la chance de rouler à Montréal, mais on le voit très bien, là, que les infrastructures, nos actifs sont en train de se dégrader. Oui. Donc, revenons à la santé, parce que la question, c'était, est-ce que ça arrive? Ça n'arrive pas si tu as un palier de gouvernement de trop. Puis à l'échelle du gouvernement du Québec, il y a une vraie discussion à avoir. C'est que si tu as trop de bureaucratie, tu as moins de ressources forcément pour livrer le service. Là, deuxième sujet qui est différent, les infrastructures. Parce que le budget du gouvernement du Québec, là, comprenons, il y a les dépenses courantes. Ça, c'est santé, éducation, etc. Puis tu as une autre dépense d'infrastructure. Puis si on nomme pas que construire au Québec coûte 2 ou 3 fois plus cher que n'importe où ailleurs, puis ramenons la commission Charbonneau, là, parce que tout ça est lié, là. Si on ne solutionne pas ça, il n'y en a pas. Privé, public, fait comme tu veux. D'ailleurs, quand on passe par le privé à travers la caisse de dépôt, ça coûte moins cher. Puis là, on s'est mis à poser des questions. On a dit, vous, caisse de dépôt, comment ça se fait quand c'est vous, le même projet coûte moins cher? Ils nous ont répondu, bien, on est plus prévisible, donc on ne change pas d'idée 20 fois. On est plus organisé, puis donc la confiance est plus présente. Il y a des enjeux de concurrence, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de joueurs qui compétitionnent, aussi comme à l'époque, puis je ne dis pas que c'est le cas parce que je n'ai pas de preuves, mais à l'époque de la commission Charbonneau, on a des preuves de collusion et de fixation des prix à travers de la magouille politique. Tous ces facteurs-là font en sorte qu'en ce moment, le Québec paie une école, supposons, qui coûterait 75 millions en Ontario, on la paye 175 millions. Puis si on veut donc entretenir nos infrastructures de base, là, ton arrêt-stop ou ton feu de circulation ne peut pas coûter 1 million. Là. C'était ça la révélation, je pense, à Longueuil. Si on fixe, justement, cette corruption-là. Oui, mais historiquement, ça a été ça, souvent, le rôle du PQ. Hein? Le PQ de l'évêque arrive au pouvoir avec des annonces qui passent le balai, puis ils rentrent dans le tas des mallettes pleines d'argent du Parti libéral. À faire que... Mais non, mais ils ont eu... L'État ne sera jamais parfait, là. Les compagnies privées non plus en passant. Il faut comprendre aussi que souvent, quand on fait appel au privé, mais que c'est des fonds publics, les compagnies privées ne sont pas plus catholiques que le pape non plus, puis la surfacturation sont capables aussi. Là. Je te donne un exemple en santé, parce que c'était ça ton sujet. On s'est tourné vers le privé pour des infirmières privées, des agences de placement privées. Essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des infirmières qui travaillaient déjà 5 jours semaine, des fois en overtime en plus. Ils leur ont donné des postes à 3 jours semaine dans l'endroit qu'ils sélectionnaient dans cette agence-là, mais l'agence surfacturait, se gardait une belle grosse marge de profit qu'elle refilait à l'État,
Puis là, on s'est ramassé du jour au lendemain qu'on payait 2 milliards de plus en infirmières en cause de ces agences privées pour moins de travail puis des problèmes épouvantables dans les milieux de travail où les gens ont quitté puis il reste quelques personnes qui sont en temps supplémentaire constamment. Tu sais, le privé, il faut définir lequel, puis est-ce que ça a du bon sens ou ça n'en a pas. Puis des fois, ça a du bon sens, puis des fois, ça n'en a pas. Donc, on ne ferme pas la porte? Non, ça dépend. Moi, je tiens à l'accessibilité publique du réseau de santé. Je ne veux pas être dans une société comme d'autres, nos voisins du Sud, où 8 ne sont pas assurés, puis tu n'as pas l'argent, puis tu restes avec ton problème de santé. Là. Moi, je pense qu'on a la richesse d'offrir ça, mais il y a des conditions à ça. Puis la première, c'est que tes ressources devraient être allouées à ceux qui offrent des services et non pas à une bureaucratie. D'ailleurs, Santé Québec, ça va être tout un débat. Là. Parce que si ton ministère est toujours là, puis tu crées une autre structure à côté, de la même manière que tu as Mobilité Infra, puis tu as le ministère des Transports. Vous étiez sceptique par rapport à ça. Je suis toujours. Je suis très, très pour le fait de mesurer chaque région du Québec pour qu'il y ait un peu, on dit benchmarking, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est quoi déjà des marqueurs d'évaluation. Puis il y a des choses que Santé Québec fait, mais quelqu'un devra m'expliquer dans quel univers parallèle on va avoir un ministère de la Santé puis un Santé Québec qui essaie de s'entendre, puis un ministère un ministre qui, dépendamment de qu'est-ce qui l'avantage, et du côté du ministère ou de Santé, ou des fois, on l'a vu, là, il s'en lave les mains là, en disant « ben ça, c'est pas moi, c'est Santé Québec ». Donc, le degré de bureaucratie est un enjeu, mais je réitère que le pire endroit pour la bureaucratie et les dédoublements, c'est la fonction publique fédérale qui, suite à Justin Trudeau en 8 ans, a augmenté sa taille de 43 % pendant que les services à la population fédéraux, les quelques-uns, ont reculé en qualité selon le directeur budgétaire fédéral. C'est là le pire, et je trouve que dans la conversation québécoise, c'est comme si on considère que c'est pas notre pays, fait que ça ne nous regarde pas, mais je rappelle aux gens que presque la moitié de leurs impôts s'en vont, non pas à Québec, mais à Ottawa. On devrait des fois mettre la loupe sur ce qui se passe là-bas, au même titre que ce qui se passe ici. Je te donne un dernier exemple, je m'excuse d'insister, mais ça clique, on en a fait un vrai chiard, puis il y a de quoi. C'était épouvantable, 1 point quelques milliards dans un fiasco politique et de gestion. Le fédéral a eu son équivalent à 6 milliards il n'y a pas longtemps. Ça a duré à peine 24 heures dans les médias. Puis après 24 heures, plus personne n'en parlait, c'était comme si ça n'a pas lieu. Mais c'est parce que c'est nos impôts pareil. Là. C'est comme quand on parle de la dette fédérale, on en parle comme si ce n'était pas notre dette. C'est notre dette. Puis ils nous endettent pas mal plus que le déficit dont tu parles à Québec. Là, c'est 9 milliards, mais ce que le fédéral endette pour le Québec, c'est 16 milliards par année. Puis on obtient quoi du fédéral? T'sais, au moins, le Québec, ils donnent des services. Là, ils sont au cœur de la vie des gens. Le fédéral, tu as des passeports, une armée qui n'a pas toujours les moyens de ses ambitions. Puis bon, donc... Bien, rapidement, justement, vous en parlez. Puis il y a un des projets dont les citoyens de Québec sont très, très préoccupés, c'est le tramway. Le maire Marchand est en train de faire les travaux préparatoires. Il n'y a pas d'argent qui est sécurisé, ni d'Ottawa, ni de la province. Un projet qui est estimé à 7,6 milliards, mais qui a l'air d'être plus autour des 12-13 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter aussi les frais d'entretien qui vont être assumés par le RTC, qui est déjà en déficit. Est-ce que vous pensez que c'est le projet adapté à la Ville de Québec alors qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale? Est-ce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le transport collectif, pour un projet de tramway? Pas pour le tramway. Puis vous mettez le seuil d'acceptabilité. Ça vous prend combien de personnes qui sont favorables? Bien, au moins 50 plus 1. Parce que moi, j'ai vu des sondages à plus de 50 là. Ils ont varié, là, mais... Ils sont autour de 30, on va 40... aller voir ça la recherche parce que... Écoutez, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est sûr que si les coûts explosent complètement, il va falloir poser des questions, là, parce que s'il était à 6 milliards, puis tu te ramasses à 12, 13, ça, c'est pas l'inflation, là, fait qu'il se passe d'autres choses. Mais ça, c'est la portion coût. C'est-à-dire que n'importe quel projet, tu es obligé de regarder ça coûte combien avant de t'embarquer. Mais sur le bien fondé d'avoir du transport en commun à Québec, si Québec, au rythme de croissance qu'il a, veut moins de voitures sur les routes... Qui veut moins de voitures? Est-ce que c'est le maire Marchand ou c'est les citoyens? Bien, moi, je présume
que l'automobiliste qui vient de perdre 1 heure aller, puis 1 heure retour sur un trajet qui aurait dû y en prendre 20, là. Pourquoi vous n'avez pas rencontré l'opposition du maire Marchand qui vous a demandé de vous rencontrer par rapport à ce projet-là? Laquelle opposition? Stéphane Lachance? Je sais pas, j'ai pas eu cette demande de rencontre-là, mais je suis pas obligé non plus. Tu sais, je pense que Parce que les même citoyens pas sont très, très rencontré... inquiets. Ils sont très, très inquiets parce que... Je vais juste répondre à la question. Je pense pas avoir rencontré le maire Marchand sur le tramway non plus, là. Tu sais, dans le sens où on va rembobiner la cassette péquiste, là. Notre histoire à nous, sur notre VHS, là, elle commence avec 3 députés puis 5 recherchistes. Puis nos budgets n'ont pas changé. Fait que si vous voulez trouver des gens qui ont sollicité une rencontre avec le Parti québécois, mais on n'a pas les bras, en tout cas, moi, je n'ai pas fait cette rencontre-là. Ça me surprendrait, par contre, qu'au transport, Pascal Paradis ou Joël Arsenault aient aucun contact avec la Ville de Québec là-dessus. Mais quand même, on a été constant dans nos positions. Moi, je dis que l'automobiliste a intérêt à passer moins de temps jamais, puis qu'à la croissance de population de Québec, d'ailleurs, le logement ne suit pas, là, puis ça, c'est un autre enjeu, on va pouvoir parler d'immigration, mais si tu as une croissance de population importante, tu as besoin d'infrastructures de transport, puis si tu n'as pas d'infrastructure de transport en commun, ton trafic va juste augmenter, puis à un moment donné, si c'est impraticable, tu ne peux plus aller à la job. Montréal est rendu comme ça, là. Des fois, traverser une petite distance à Montréal entre mon comté puis un rendez-vous au centre-ville, ça me prend 1h15. Donc, tu sais, vous me posez la question, je vous donne ma réponse. Là. Ma réponse, c'est que... Est-ce que vous allez y repenser? Est-ce que vous allez vouloir... Bien, sur les coûts, évidemment qu'on est obligé. Là. Si tu deviens le gouvernement, tu as un arrérage d'une grosse file d'attente dans les projets d'infrastructure, sont tous en attente ou presque. Donc, il y aura des arbitrages à faire, mais si on parle de l'avenir de la Ville de Québec, j'en connais pas des villes nord-américaines de cette taille-là qui n'ont aucune infrastructure de transport collectif. Puis si il y a quand même pas... le RTC là, qui fonctionne. Là. Oui, mais si tu regardes la plupart des villes importantes en Amérique du Nord, ils ont aussi une infrastructure, soit métro, tramway ou quelque chose. Là. Puis la raison pour ça, c'est que quelqu'un qui est à Lévis puis qui pourrait se rendre à l'Assemblée nationale en 15 minutes avec un système de transport en commun, ou quelqu'un qui est à Sainte-Foy puis qui aurait un tramway qui l'amène au centre-ville en peu de temps. Bien, un tramway sur rail et un tramway qui ne l'est pas sur rail, il y a une grosse différence. Ouais. Parce qu'un, il ne peut plus être changé une fois qu'il y a les rails. Oui. Et là, s'il y a des bris, on parle des dalles de béton, on parle de plein de choses qui ne sont pas nécessairement environnementales. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être avoir un référendum là-dessus pour savoir si les gens sont vraiment d'accord. Parce que là, on parle que le provincial devrait payer 50 % de la facture et on n'a pas de prix final. Oui, mais ça, c'est le prix, puis je suis d'accord. Par contre, sur la technologie, il y a un moment donné, on l'a vu, là, la CAQ jouer aux apprentis sorciers dans quelque chose où ils n'ont pas d'expertise. Là. Normalement, il y a des gens qui ont une spécialité de dire, bien, si tu veux transporter des gens dans du transport en collectif, voici tes options. Je pense qu'on a fait des tonnes d'études là, sur le tramway. On a checké aussi pour un métro, puis il fallait fracturer de la roche. Écoute, des études du gouvernement du Québec sur ce sujet-là à Québec, il y en a depuis 30 ans. Puis à un moment donné, je ne peux pas dire, OK, il ne s'est rien fait, il n'y a pas d'expert, mais moi, politicien, un peu comme la CAQ le fait, moi, je vais vous dire qu'il y a un troisième lien. C'est de la... Ça commence par B, puis ça finit par IT. Puis ça finit mal, ces histoires-là. Fait que moi, je ne prétends pas être un expert. Donc, ni oui ni non. Ouais, vous voulez voir... Oui, à du transport collectif pour que cette ville-là ait moins de trafic, puis se dote des infrastructures normales d'une ville normale en Amérique du Nord ou en Europe. Ensuite, vous me dites, le prix était de 6 milliards, on est rendu potentiellement à 12 milliards. C'est sûr qu'on va regarder la facture avant de s'embarquer parce qu'il y a une hiérarchie des urgences. Puis c'est ça que la CAQ va laisser. Pensez-vous que le maire Marchand devrait attendre avant de couper des arbres qui sont certains centenaires? Le projet va être seulement approuvé en 2027. Devrait-il attendre avant de couper des arbres parce qu'il l'a déjà fait auparavant et ça n'a donné absolument rien où il a coupé ces arbres-là? Je ne connais pas le dossier de cette coupe d'arbres-là. OK. Tu sais, à un moment donné aussi à Québec, là, puis c'est vrai pour Montréal, les gens devront porter un jugement à l'échelle de la démocratie municipale. C'est-à-dire que moi, si je t'appelais à devenir premier ministre du Québec, je ne pourrais pas non plus micro-gérer chaque décision de chaque maire dans chaque ville. C'est pas ça ma job. Ils ont été élus, puis si les gens ne sont pas contents, il y a un moment aux urnes, d'ailleurs, ça fait pas si longtemps, c'était l'élection municipale, puis les gens l'ont reconduit. Fait qu'à un moment donné aussi... Avec un très bas taux de participation. Exact. Puis c'est aux gens de participer à ce moment-là. Tu sais, je veux dire,
les gens aussi ont la responsabilité, s'ils ont un désaccord, de se faire entendre, puis de gagner une majorité, puis c'est pas, les élections viennent d'avoir lieu. Là. Comme vous l'avez vu, il y a une guerre en Iran. Le détroit d'Ormuz est impacté et ça impacte également les gens qui reçoivent leurs ressources de ce détroit-là. J'aimerais ça vous entendre. Le pétrole. Le pétrole. Donc, comme vous le savez, il y a eu plusieurs pays qui sont venus au Canada, le Japon, l'Allemagne, la Pologne, qui recherchent activement des sources d'énergie fiables comme ceux qu'on a au Canada. La demande mondiale de gaz naturel devrait croître de 30 d'ici 2050. Et un projet comme Marinvest, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est appuyé par 67 des Québécois, pourrait se positionner au Québec comme un acteur stratégique. Marinvest, c'est un tunnel. Marinvest, c'est en fait un gazoduc et liquéfaction de gaz naturel pourrait être envoyé dans les pays européens. C'est ça, mais c'est un transit de gaz pour qu'on l'envoie ailleurs. Oui. Mais c'est pas de la production. Mais il y a la liquéfaction. Oui, mais c'est pas de la production. Non, mais... C'est un pipeline. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'on est assis sur une réserve de gaz naturel. Ouais. Et donc, je voulais juste savoir si vous maintenez votre opposition à ce type de projet justement d'exploration, d'extraction, de liquéfaction, pour justement avoir des revenus, rendre le Québec prospère. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, est-ce que vous faites le même raisonnement pour l'hydroélectricité? Parce que moi, je vous répondrais, vous êtes inquiète, à juste titre, des impacts à la pompe de ce qui se passe en Iran et ailleurs dans le monde. Mais est-ce que vous faites le même raisonnement pour l'hydroélectricité? Parce que la meilleure solution, ce serait donc de ne pas être dépendant de cette énergie qui fluctue alors qu'on contrôle nous-mêmes. On a la propriété d'Hydro-Québec, puis on a cette énergie-là illimitée. Mais elle n'est pas... Donc pourquoi... On ne peut pas l'exporter, l'hydroélectricité, par bateau. Bien, on l'exporte aux Américains qui sont très heureux. Non, mais pour nos alliés qui sont en Europe, qui demandent une source d'énergie fiable, on est assis, on l'a sous nos pieds. Bien, nos pourquoi alliés pas en profiter et aider justement les pays qui soit utilisent le charbon à donner une source qui est bien plus écologique que le charbon. Elle n'est pas écologique. Non, mais plus que le charbon. Là. Je comprends. Sur le fracking, ou la technique d'extraction de ce gaz-là, si on regarde aux États-Unis ce que ça laisse, puis si on regarde l'acceptabilité sociale dont vous parliez vous-même il y a quelques instants, moi, je ne suis pas convaincu du coût-bénéfice et je n'ai pas l'obligation non plus de fournir en énergie l'Europe. Mais la question est bonne, par contre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si le pétrole devient de plus en plus volatile et de plus en plus coûteux? Puis est-ce qu'on est tanné à la pompe de pogner des fluctuations où est-ce que tout d'un coup, un matin, tu te lèves puis c'est à 2,20? On a pris des mesures pour enlever des surtaxes, là, pour au moins que ce ne soit pas injuste par rapport à l'Ontario puis aux autres provinces. On s'est engagé à ça, mais sur l'avenir du Québec, moi, je pense que si on s'affranchit de cette énergie-là pour la remplacer par de l'énergie qui, pour répondre à ta question, nous enrichit, là. Si on augmente notre capacité hydroélectrique, puis qu'on roule là-dessus, puis qu'on énergise ce qu'on peut avec cette source-là, c'est un profit pour tout le monde au Québec. Alors que dans les modèles aussi de compagnies gazières, elles font ce qu'elles ont à faire, puis c'est pas tout le temps que c'est vraiment rentable pour la population, c'est rentable pour la compagnie qui exploite. Et si on prend, supposons, les sables bitumineux de l'Alberta, l'éléphant dans la pièce dont personne parle, c'est que ce qu'ils vont laisser comme sous à cochon, une fois qu'ils auront fini leur exploitation, ça coûte des milliards de réparations, puis ce ne sera pas les entreprises privées. Prenez l'Est de Montréal, là. Qui paye pour restaurer la soie à cochon? Tu sais, c'est des gros tanks, là. Ils rouillent, ça coule, puis ça s'en va dans la terre, puis ça coule dans le Saint-Laurent. Qui ramasse la facture? Les fonds publics. Mais c'est différent que si, admettons, comme en Alberta, où ce que ils font l'extraction, l'exploration, et il y a des c'est quoi? C'est des revenus comme ayant, je pense qu'en 2024, c'est quoi? C'est environ combien de milliards de dollars qui a été remis à la population? Vous ne pouvez pas faire un parallèle avec le Québec, là. Non, mais... On n'a pas du tout le même... C'est pas le même sol, là. On n'a pas le pétrole albertain au Québec, là. Soyons clairs. Non, vous parlez de gaz. Puis le parallèle que je fais entre les deux, c'est que non seulement le profit n'est pas du tout celui de l'Alberta, mais surtout, quand ils ont fini, ces compagnies-là,
Il y a des enjeux de nappe phréatique là, qui a eu lieu souvent aux États-Unis, c'est que tu casses le sous-sol, puis là, les gaz se mélangent avec l'eau potable de la population. C'est pas rien. Mais quand ils quittent, ils laissent le puits là, puis souvent, c'est les fonds publics, comme dans l'Est de Montréal ou en Alberta, qui vont devoir ramasser tout ça. Donc, dans le calcul, moi, je vous dis, si vous voulez vous enrichir, puis vous avez à cœur notre indépendance énergétique par rapport à un pétrole qui, en effet, chire, sortons-en. Puis prenons la source d'énergie qu'on est capable de produire puis pour laquelle on sait qu'on fait des profits, l'hydroélectricité. Puis on a plein de projets. Donc moi, je pense que j'ai eu de l'opposition parce que je disais, il va falloir en faire plus d'hydroélectricité. Puis là, on dit, bien, pas dans ma cour, puis pas cette rivière-là, pas ci, pas ça. Il va falloir en faire. Mais si j'ai à choisir entre cette forme d'énergie-là ou du fracking, coût-bénéfice puis acceptabilité sociale, je trouve qu'on est pas mal mieux avec l'hydroélectricité qu'on possède, et donc les profits vont dans nos poches, pas dans l'autre scénario. En même temps, je vais dire une chose que je répète, là. On va quand même, comme Marinvest, on les a rencontrés. Puis à l'interne, on avait une discussion, puis je disais, attendez là, tous les projets, il faut être capable de donner une écoute équitable aux promoteurs. Puis dans le cas de Marinvest, honnêtement, ils sont loin d'être avancés. C'est plus une esquisse qu'un projet, là. Il y a des étapes dans un projet en termes de financement puis de structure. Sont sont vraiment pas loin dans le processus. Mais tu sais, un gouvernement du Parti québécois va rencontrer puis écouter équitablement. Parce qu'à la fin non plus, tu veux pas un gouvernement qui est anti-tout au point qu'il se passe rien. Puis ça peut arriver. Sauf que si j'ai des choix à faire, mon orientation préliminaire, c'est de vous dire, bien, il y a des moyens de s'enrichir puis de s'affranchir de cette dépendance-là, pour les raisons que je vous ai dit. Le gouvernement de l'Alberta, on va passer un peu à l'immigration. Le gouvernement de l'Alberta a récemment proposé plusieurs questions référendaires sur l'immigration qui proposent des mesures comme limiter l'accès aux services publics aux citoyens résidents permanents et statut approuvé par la province. On parle en santé, éducation, services sociaux. Imposer un délai de résidence de 12 mois aux détenteurs de statut temporaire avant d'y être admissible et leur faire payer une contribution pour ces services. Est-ce que vous seriez favorable à l'adoption de mesures similaires pour le Québec? C'est ce qu'un pays normal ferait. C'est ce que plein de pays européens font. Mais on est devant un gouvernement fédéral qui est idéologisé, déconnecté de la réalité de chaque province et de la réalité des gens, et qui poursuit aveuglément une idéologie post-nationale où les frontières n'existent plus, où la citoyenneté est devenue finalement de l'identité communautaire sur des bases ethnoculturelles ou religieuses. L'exacerbation du religieux, c'est ça le Canada. Et c'est drôle parce que c'est l'Alberta qui nous parle au Québec en disant « Vous avez peur d'un référendum? Pas nous. Puis vous vous faites traiter de raciste à chaque fois que vous soulevez que les politiques fédérales sont un véritable délire idéologique. Nous, on s'assume, puis on est capable d'aller aux urnes, puis ça ne nous fait pas peur. » Est-ce que vous pensez qu'on devrait le faire également, la même chose? C'est drôle parce que c'était la promesse, tu sais, avec François Legault, il faut le mettre en guillemets, mais c'était sa promesse électorale de 2022. Quand le PQ montait, vous vous souviendrez qu'on est passé de 9 à 11, à 13, à 15, puis nous autres, on y allait joyeusement, puis tout d'un coup, François Legault sort, puis il dit « Hey, moi, un référendum sur l'immigration. Je pense que ça nous prend les pleins pouvoirs. Je vais vous faire un référendum. » Tu sais, référendum, tu ne peux pas avoir plus dans l'histoire du Parti québécois que ça. Est-ce qu'il l'a fait? Pas du tout. Ça n'a pas passé proche. C'était du gros n'importe quoi. Mais c'est intéressant de voir l'Alberta, qui pourtant n'a pas les considérations linguistiques et culturelles propres au Québec, en Amérique du Nord, dire, nous, on est en désaccord avec plein d'abus de pouvoir du fédéral, et on va aller aux urnes, puis on va se faire entendre. Et là, regardez bien, parce qu'il y a un groupe pour l'indépendance de l'Alberta qui remplit le processus de signature pour pouvoir déclencher un référendum sur l'avenir, la constitution d'un pays qui s'appelle l'Alberta, puis ils vont se rendre. Le nombre de signatures va être atteint. Et chercher des Albertains qui se font dire « Hey, avec le méchant Trump, aller aux urnes, c'est très dangereux. » C'est pas dangereux aller aux urnes. Tu sais, je veux dire, si on commence, puis on commence pas au Québec, ça fait quand même un bout où on essaie de nous vendre que la démocratie est dangereuse, que de se faire entendre, c'est dangereux, parce que si on se fait entendre, tu sais, c'est un régime de propagande fédérale, là. Mais je trouve les Albertains assez résistants et téflons à ça. Ça n'a pas l'air à les... Puis pourtant, le fédéral utilise les techniques puis les discours
Mais le mouvement est basé aussi sur deux mouvements différents. Ouais, puis il est très économique grassroots. d'un côté et de l'autre côté, vous avez plus nationaliste, la langue, la culture. Mais ils sont très ancrés. Moi, ils me surprennent sur le plan de leurs assemblées. C'est très en personne, très, très ancré. C'est pas un parti politique aussi, ça aide d'une certaine manière parce que ils peuvent se permettre des choses qu'en politique, c'est différent un peu. Mais tout ça pour dire que moi, je suis de très près leur démarche et on devrait prendre note au Québec qu'un peuple, un parlement qui s'assume ne peut pas perdre. Je ne sais pas comment va finir leur démarche, mais je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas perdre. Parce que se tenir debout dans une négociation, c'est une meilleure posture que commencer la négociation couchée. Puis je ne sais pas pourquoi au Québec, on pense que c'est une bonne idée de commencer couché. Puis c'est le cas d'Éric Duhaime, François Legault, puis Charles Milliard. Ils n'arrêtent pas de dire, moi là, vous pouvez me dire non 50 fois, ma doctrine, c'est des gains dans le Canada, je vais supplier le Canada, mais vu que c'est moi, il va me dire oui. Tu sais, il y a un moment donné, c'est une simple question, pour revenir au début de l'entrevue, de rechercher, de ne pas suivre une idéologie, mais juste constater les faits et en tirer des conclusions logiques. Parlons d'idéologie. Justement, l'Alberta veut introduire des mesures pour s'assurer que les écoles restent politiquement neutres et ne deviennent pas des foyers d'activisme. Ils ont raison. Est-ce qu'on devrait également vérifier nos institutions qui... J'ai dit récemment, en fait, que nos écoles n'étaient pas des moulins. Puis que c'est pas normal que dans une société démocratique où donc ce qu'on enseigne à nos enfants, puis tu sais, c'est précieux. Moi, j'en ai 3 en bas âge, là. Quand tu confies tes enfants à l'école, tu confies tout ce que tu as, là. Dans la hiérarchie de ce que tu as, là, tes enfants, et le rempart, donc, contre des dérives ou des choses qui n'auraient pas de bon sens dans les murs de l'école, c'est la démocratie. C'est le fait qu'il y a une délibération transparente sur ce qu'on enseigne et ce qu'on n'enseigne pas. Et le jour où ce n'est plus le programme démocratiquement choisi par le gouvernement, mais des groupes d'activistes de tout à Québec, là, tu peux en avoir, tu as eu des cas de soldats, comme tu as eu des cas d'éducation sexuelle auprès de jeunes de 6 ans, puis tu as eu plein de cas au Québec récemment dans toutes sortes de sujets. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a comme une incompréhension du caractère primordial du programme pour la confiance des parents. Et ça, j'en ai parlé à quelques reprises, puis je pense que c'est quand même un réajustement. Je pense que c'est plus du laisser-faire de la CAQ. C'est comme s'ils n'ont pas l'air à checker de vaquer à leurs occupations puis juste regarder ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai intervenu à quelques reprises, puis il y a moyen, je pense, de rectifier le tir. Puis en même temps, pour une dérive, il faut rappeler aussi qu'il y a des centaines d'enseignants qui se dévouent puis qui font bien leur job, là. Si je prends le cas de mes enfants, ils sont dans le système public, puis à chaque année, je suis impressionné des gens que je rencontre qui dédient leur vie à l'enseignement des enfants. Fait que c'est pas généralisé, mais il y a vraiment un laxisme sur qui rentre, puis à quel dessein. Parce que le dessein, normalement, l'objectif, ça devrait être l'intérêt de l'enfant. Mais quand les gens ont plus intérêt à la promotion de leurs affaires, c'est plus l'intérêt de l'enfant dont il est question, là. Puis ça peut pas être le théâtre de à peu près tout le monde qui a quelque chose à déballer auprès d'enfants qui ne sont pas en âge non plus de peser le pour et le contre, là. Mais ça, c'est un ajustement qui me semble assez facile à faire dans un gouvernement. Dans plusieurs pays musulmans, comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, les prières ont généralement lieu dans des mosquées ou à domicile plutôt que dans l'espace public. Ouais. Or, au Québec, vous l'avez vu, les prières de rue ont suscité beaucoup de controverses, notamment lorsqu'elles bloquent la circulation ou se tiennent dans des lieux emblématiques. Exact. Dans ce contexte, selon vous, le gouvernement devrait-il encadrer plus strictement, voire interdire ces prières? Oui, puis je suis le premier à l'avoir dit. Et je suis passé par référendum auprès de mes membres parce que là, j'avais une petite difficulté, c'est qu'on n'avait pas une couverture très spécifique, à part toi qui étais sur place, là, on ne voyait rien. À part ce que tu rapportais, les autres médias ont décidé de ne pas couvrir. Puis moi, je n'avais pas dans mon parti de prise de position sur un certain nombre de questions. Donc, rapidement, je me suis retourné de bord, j'ai dit, j'organise un référendum sur un certain nombre de questions, dont les prières de rue. Et j'ai eu des taux d'appui astronomiques, là. C'est au-dessus de 90 % sur chacune des questions. Donc, moi, j'ai le mandat de délimiter le religieux, mais on va rentrer en collision frontale avec le Canada, on va le savoir bientôt, là, mais c'est parce que le Canada, lui... Pas juste le Canada, je pense. En tout cas,
pas au certains point, groupes. entre autres choses, et certains groupes. Mais c'est parce que le Canada est identifié par ses voisins en ce moment comme l'endroit où il y a le plus d'infiltration politique dans le monde. Là. L'ingérence étrangère au Canada, là, c'est devenu la norme. Okay? Donc, on a déjà un problème avec ça. Mais il y a aussi le fait que les tribunaux canadiens sont très imbriqués au Parti libéral du Canada. Donc, tout le monde est un peu dans la pensée où la laïcité, c'est mauvais. Et la religion, c'est un droit qui n'en finit plus de prendre de la place au détriment des autres droits ou juste du bien-être et de la quiétude dans l'espace public. Le Canada ne conçoit pas dans sa doctrine que l'espace public pourrait être neutre au bénéfice de tout le monde, puis qu'il y a des temples pour aller prier. Donc, dans quelle logique tu bloques la circulation pour prier? Il n'y en a pas. À part des signaux politiques. Ça devient des gestes politiques et non pas un geste de piété. Et ces gestes politiques-là, il faut les prendre au sérieux, à mon avis, si on a à cœur la paix sociale. Et poser la question, et c'est ça l'ironie, c'est que le régime diversitaire ou le régime canadien, là, qui n'arrête pas de se dire inclusif, omet une information importante. Poser la question aux Québécois d'origine diverse, mais tous les Québécois qui sont issus de l'immigration, posez-leur la question si ils ont une bonne opinion d'une religion qui n'en finit plus d'empiéter sur la vie de tout le monde. Posez-leur la question, quel genre de régime ça donne dans d'autres pays dans le monde. Posez la question à toutes sortes de Québécois d'origine diverse s'ils sont d'accord avec des seuils d'immigration toujours plus élevés au point où on a une crise du logement, puis on n'est plus capable d'offrir des services. Ce qu'il y a dit de complètement paradoxal, c'est que les donneurs de leçons, comme j'en reçois toujours de chez Québec solidaire, ils obtiennent 3 % d'appui chez les allophones puis les anglophones. Ils n'en ont pas de soutien. Ils se disent inclusifs et rassembleurs, mais en fait, ils ne sont pas soutenus du tout. Puis quand tu poses la question à des Québécois issus de l'immigration ou à des Québécois qui ne sont pas issus de l'immigration, la réponse est la même. À savoir, moi, j'ai intérêt à vivre dans un Québec où il y a une paix sociale, puis ça veut dire que chacun doit respecter les autres, puis ça veut dire que les espaces publics doivent être respectueux de chacun, puis ça veut dire aussi que ça nous prend une planification de l'immigration qui a de l'allure, puis qui n'excède pas nos capacités, puis ça veut dire plein de choses. Et c'est surprenant quand on teste comment les Québécois issus de l'immigration pensent à peu près au même niveau, substantiellement la même chose que tous les autres Québécois, et pour cause. Donc, c'est un régime, le régime canadien, qui divise en mettant l'emphase sur les identités communautaires, puis les identités religieuses, puis en créant une certaine peur des Kebs, c'est ça que c'est toujours une... Puis quand on fracture ça, puis on dit, est-ce que c'est vraiment le cas? On se rend compte qu'en fait, on est une vaste majorité, peu importe notre historique personnel puis nos différences entre nous, à penser que la paix sociale qu'on a au Québec, elle vaut cher, puis qu'on y tient, puis qu'on va mettre des règles de respect et de civilité dans notre société. Puis ça unit des Québécois issus de l'immigration avec tous les autres Québécois, pas mal plus que ce que le régime canadien veut nous vendre, puis ce que les idéologues d'une immigration illimitée, incontrôlée, etc., veulent nous faire croire. Et moi, je pense que c'est ça que je vais... En tout cas, c'est ce que je me souhaite de démontrer aux prochaines élections. Rassembler là où tout le monde dit que c'est épouvantable puis que justement, c'est inacceptable. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passe à Montréal, mais il y a quand même la communauté juive qui se sent pas en sécurité. Pour cause. Mais depuis le 7 octobre 2023, à Montréal, on voit, c'est ça, des manifestations où ce que les gens chantent des slogans antisémites. Il y a la glorification d'organisations terroristes. Il y a même du vandalisme. Québec solidaire, en passant, fait venir des politiciens français qui ont des propos glorifiants pour le terrorisme. Effectivement. Le Québec valorise la liberté d'expression, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Mais plusieurs participants ne sont pas des citoyens canadiens. Mm-hmm. Ils se trouvent au pays sur un statut temporaire. Des fois, c'est des gens qui sont ici comme étudiants étrangers. Selon vous, les ressortissants étrangers devraient-ils faire face à des conséquences, voire à une expulsion, s'ils prennent part à des manifestations incitant à la haine et glorification d'organisations terroristes? Bien oui, parce que ce sont des actes criminels, mais c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir. Mais si, admettons, on deviendrait un pays... Bien sûr. Mais c'est... Comprenons ce qui vient de se passer, là. On avait un système d'immigration qui fonctionnait au Québec. Vraiment une sélection exigeante de gens de qualité, basée sur des critères. L'intégration se faisait bien. Début des années 2000, là,
À Montréal, il n'y a pas de crise du logement, le français ne recule pas, ça se passe bien, le monde est de bonne humeur. Le fédéral, il y a eu Roxham, mais ensuite les aéroports, là, a tout fait pour saboter notre modèle. Puis la différence avec le nouveau modèle, c'est que dans le nouveau modèle fédéral, je ne sais pas qui compose les 200 000 demandeurs d'asile sur le territoire québécois en ce moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont rentrés par Roxham ou à l'aéroport en prétendant être demandeurs d'asile. Mais moi, c'est pas un critère de sélection comme dans notre modèle d'avant, d'il y a 15 ans. De la même manière que tous ces étudiants étrangers, on vient d'avoir des révélations comme quoi il y a des fraudes. Mais par dizaines de milliers, là, c'est 150 000 dossiers qui auraient dû y avoir une enquête. Donc, quand je vous dis que le Canada est un endroit par excellence de l'ingérence étrangère et de l'infiltration, c'est parce que si tu ouvres tes frontières puis tu dis, nous autres, on abolit les frontières parce qu'on est post-national, il y a eu des révélations. Radio-Canada a fait un dossier sur les groupes de crime organisé qui font de la traite de personnes puis qui promettent mer et monde. Donc, il y a des conséquences sévères à ça sur la composition, justement, des gens sur notre territoire. Puis là, le problème, c'est que c'est le fédéral qui a créé cette situation-là, qui a saboté notre modèle, mais c'est aussi le fédéral qui a le pouvoir de faire les suivis sur des gens qui posent ou qui pourraient poser des gestes criminels. Et il y avait une enquête récente que sur 500 000 personnes au Canada dont le permis est expiré, le Canada, je pense, a réussi à faire un suivi puis à demander à la personne de quitter 4 000 d'entre eux sur 500 000. C'est un système complètement brisé, là, qui est voué à l'échec. Et donc, revenons à la communauté juive. C'est pas sain et c'est dangereux ce qui se passe en ce moment. Parce que des dynamiques violentes à l'étranger peuvent rapidement devenir notre dynamique parce qu'on a saboté un modèle qui fonctionnait au niveau de l'immigration, qui était fondé sur des critères puis une marche à suivre. Là, il arrive un moment où rien ne va plus, rien ne tient, et on se retrouve avec des situations inimaginables où des Québécois de confession juive ou peut-être d'autres Québécois aussi voient leur sécurité menacée. On n'a pas parlé de la sécurité des femmes, par exemple. Mais tu sais, Montréal, là, depuis... Moi, j'ai grandi là j'ai dit, il n'y a pas ville plus sécuritaire. Si tu es une femme puis tu te promènes, tu ne te poses pas la question de si tu vas te faire harceler, mais regardez les villes d'Europe, la trajectoire qu'elles ont pris. Puis il y a eu vraiment un recul du droit des femmes de manière marquée. Donc, tout ça a lieu en ce moment. Puis, quand j'ai essayé d'en parler, parce que j'ai un ton quand même, tu sais, j'essaie d'être responsable, de faire la part des choses, de pas... Je pense que je suis un gars assez prudent, mais simplement aborder Roxham à l'origine, je me faisais traiter d'extrême droite, puis alors que quand le Parti libéral du Canada a fermé Roxham, ça c'était drôle, plus personne parlait d'extrême droite, puis c'était bien normal, aucune critique. Mais quand c'est le Parti québécois qui tente d'affirmer cette volonté de maintenir la paix sociale au Québec au nom des Québécois, double standard, là, on passe à travers des moments très rock'n'roll là, avant de se rendre, mais je maintiens mon droit de parole sur ces questions-là. Mon objectif, c'est la paix sociale pour tous les Québécois, y compris les Québécois issus de l'immigration, mais pour arriver là, ça ne peut pas être un moulin à vent où n'importe qui peut rentrer, puis peu importe comment tu te comportes, pas de problème, ça va devenir un chaos. Et tout ça vient de Trudeau puis son idéologie post-nationale complètement idéologique, où il n'y a plus de frontières, puis il arrive n'importe quoi, puis tout va par magie bien se passer, alors que nos sociétés occidentales sont fondées sur la règle de droit, c'est-à-dire il y a des lois, il y a un Parlement, le Parlement adopte la loi, puis la loi s'applique. Puis les policiers ont le mandat d'appliquer la loi et non pas de fermer les yeux, dépendamment de c'est qui, puis de courants idéologiques. Si on se détache des fondements de la démocratie, c'est pas viable. C'est pas viable de l'intérieur, puis on le voit dans plusieurs pays dans le monde en ce moment-là. Fait qu'il y a moyen d'en parler de manière responsable, mais ça ne veut pas dire de se taire. C'est pas la même chose. Je vais essayer d'être très rapide parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a une petite question que je voulais vous poser parce que je l'ai déjà posée aussi à M. Duhem. On le sait que la laïcité, c'est pas l'absence de religion, mais la neutralité de l'État. Exact. C'est pas du tout l'absence de religion. Dans ce contexte, le Québec doit-il assumer et préserver son héritage chrétien ou s'en détacher? Bien, pour les églises, clairement. Tu sais, ce qui fait notre architecture puis notre spécificité, c'est notamment... Les crucifix, oui. Oui, c'est ça. Toutes ces choses-là,
sais, la croix du Mont-Royal là, est constitutive de ce qu'on est à Montréal, est comme emblématique. Donc, mais il y a 2 courants de laïcité là-dessus. Puis je l'ai dans mon parti, fait que... C'est difficile. Ben, je suis souvent en discussion avec les 2 courants. Fait que les 2 courants sont les suivants. Parce Moi, que je suis souvent, comme le quand on porte-parole. enlève toute religion, il va y avoir une religion qui va finir par... Ben, des fois, c'est l'idéologie qui devient une religion. Hein? La nature a horreur du vide. Donc, faute de religion, il y en a qui embarquent dans certaines idéologies politiques, puis tu les écoutes, puis c'est comme si ils ont vraiment tombé dans une secte. Les 2 courants dans le Parti québécois sur la laïcité sont les suivants, puis c'est toujours délicat. Il y a un groupe au PQ qui est anti-religion, parce qu'ils en ont souffert. Donc vraiment, l'épicentre, c'est pas l'islamisme. L'épicentre, c'est le catholicisme au Québec. Dans ma famille, j'ai ça, là. Tu sais, si tu as été... Supposons, si on t'a tapé avec des règles en bois sur les doigts jusqu'à temps que tu t'enseignes, là, il y a des bonnes chances que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Mm-hmm. Donc, les Québécois ont bâti une volonté de laïcité dans un mouvement qui est la Révolution tranquille, qui était quand même le rejet des institutions catholiques, parce qu'il y avait de l'abus de pouvoir, à leurs yeux. Ça, c'est un groupe. Mais j'ai un autre groupe pro-laïcité, je pense qu'il est majoritaire. Des fois, ils ont une croix dans le cou. C'est un peu paradoxal. Mais ils sont chrétiens. J'ai aussi des musulmans, dont mes candidats. Donc, ils ont une piété, une réflexion sur le sens de la vie. Ils lisent des philosophes, des théologiens, vraiment des réflexions théologiques plus avancées que ce que moi, j'ai le temps de faire. Et qui, pour autant, disent, garde, je suis pleinement conscient que le voisin, à côté de moi, si je veux une bonne relation avec lui, puis une amitié, je ne suis pas obligé de l'ensevelir de mes convictions, puis je peux donc vivre dans une société où on se garde une petite gêne là-dessus. J'ai déjà rédigé une lettre ouverte en 2017-18 sur la prudence des Québécois sur la religion, qui est un facteur de paix sociale. C'est qu'il y en a qui ont des croyances religieuses que je respecte, qui ont des réflexions avancées, mais qui se disent « Moi, je n'ai pas non plus la science infuse, puis je ne suis pas obligé d'embêter mon voisin avec mes convictions religieuses, sachant que lui, il est peut-être ailleurs, il est peut-être d'accord avec moi, mais c'est cette prudence-là qui fait qu'il y a du respect. » Mais est-ce qu'on préserve et réaffirme notre patrimoine chrétien? Oui, parce que le patrimoine bâti, notamment, c'est le Québec. Je veux dire, tous nos villages sont bâtis autour de l'Église. Je veux dire, ce serait vraiment une erreur dont on va s'en mordre les doigts si dans 100 ans on se réveille. D'ailleurs, on a fait ça avec nos granges en bois. Hein. C'est un de mes sujets, c'est pas très politique, là, mais moi, ça m'enrage de voir l'architecture bâtie de l'agriculture, des belles granges en bois. À partir des années 2000, là, Kijiji était rempli de granges à vendre pour démantèlement, pour que le bois serve à d'autres choses. Puis là, tout le monde avait un salon en bois de grange. Là. Je ne sais pas si tu te souviens de cette mode-là. Là. Mais on a démantelé notre patrimoine bâti de l'agriculture, alors qu'une des beautés du Québec en campagne, ce sont ces vieilles granges-là, qui font partie de notre architecture, de notre... ça fait un peu fille de Caleb de dire ça, mais quand même, c'est vrai que c'est notre histoire. Puis ça a parti à coup de planche à 1$, là, parce qu'on n'avait aucun plan. Également parce que la CPTAQ est très résistante à revaloriser ces bâtiments-là qui ne peuvent plus servir pour l'agriculture moderne. Fait que tout ce qui est patrimoine bâti, patrimoine historique au Québec, moi je pense qu'il faut fièrement on n'a pas à s'excuser de ça, puis il faut le valoriser. Sinon, on va arriver dans 2-3 générations, puis ils vont nous en vouloir de ne pas avoir fait un travail de base sur qui on est, puis quelle est notre histoire. Rapidement, programme de rachat d'armes à feu. Pensez-vous que le Québec devrait se retirer? Un, parce que c'est extrêmement coûteux. Et deuxièmement, on s'attaque à des citoyens qui suivent la loi, alors que la vaste majorité des crimes commis sont avec des armes qui sont illégales, qui ont traversé à la frontière aux États-Unis. Est-ce qu'on se retire sous votre C'est gouvernement? vrai que le fléau de prolifération des armes à feu, c'est la frontière. Puis maintenant aussi, c'est des armes que tu peux faire comme une espèce de plaido. Là. Je veux dire, c'est comme tu reçois ça par la poste, puis tu montes ça comme si c'était un bloc Lego. De mémoire, on s'est porté... Puis ça, je pense qu'il faut que je vérifie à la recherche, Emmanuel, là, juste que je ne me trompe pas, mais on s'est porté à la défense des chasseurs.
pour que leur chasse soit... tout ce qui touche la chasse soit protégé. Mais je ne pense pas qu'on a parlé de retrait ou pas du programme fédéral. Donc ça, je suis obligé de vous revenir. La dernière question, en fait, c'est vraiment... je veux parler à M. Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est bon, ça donne que c'est moi. En tant qu'humain, c'est une question qui ne devrait pas être associée à de la politique, mais qui est extrêmement importante. On parle de l'aide médicale à mourir. Toutes les questions sont politiques. Oui, mais celle-ci est un peu plus sensible. Il y en a plein, mais je veux juste... Puis je veux vraiment écouter ta question. Je veux juste dire que des fois, on pense qu'une question n'est pas politique parce que pour nous, quelque chose nous apparaît comme une évidence. Jusqu'à temps que tu rencontres quelqu'un qui pense exactement l'inverse, puis qui pense aussi que c'est une évidence. Puis c'est pour ça que tout est politique. Tout est politique. Ça finit toujours que ce qui a l'air évident n'est pas évident pour une autre partie de la société. Puis là, tu es dans l'arbitrage de ça, puis il faut que tu tranches une ligne. Vas-y, excuse-moi. Mais c'est par rapport à l'aide médicale à mourir, parce qu'au Québec, ben, on est les champions. Hein? On parle d'environ 1 décès sur 12 qui est désormais lié à cette pratique. Est-ce que vous y voyez un signal d'alerte? Comment on peut s'assurer que le choix n'est pas reposé sur un manque d'accès aux soins? Ah, c'est sûr que ça, c'était la question principale. Mais il y a quand même un certain... C'était ça la discussion au moment de l'adoption de la loi. Donc, il y avait vraiment une question de compassion des gens qui le demandent, puis tu regardes leur situation, puis un sentiment d'équité envers eux devrait amener à le permettre. Mais le contre-argument, c'était de dire, bien, OK, comment dans un système avec des ressources limitées, on va prévenir les abus? Mais on a quand même mis en place beaucoup de mécanismes pour s'assurer que quelqu'un ne passe pas à la trappe, là, d'un système bureaucratisé qui passe à côté de l'être humain, justement. Valérie, qu'on voit des dérives, là. On voit des gens qui se le font offrir assidûment au lieu des soins appropriés. Ce sera le rôle, parce que c'est l'œuvre du Parti québécois. Donc, ce sera notre responsabilité de s'assurer que ça ne devienne pas justement une dérive administrative, parce que c'est un système qui va frapper un enjeu de ressources par rapport à son vieillissement de la population. Puis, en effet, ça ne peut pas devenir une façon d'encourager les gens à faire un choix de ne pas vivre. Puis, en même temps, fallait donner, dans un processus rigoureux, l'occasion à des gens qui sont dans une souffrance qui ne finira pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai un membre, quelqu'un de ma famille, qui était sur la liste d'attente pour une chirurgie, que je voyais dépérir à chaque jour, que j'ai pensé perdre, et que je voulais aller quasiment au privé. Mais par principe, cette personne-là me dit non, moi j'ai payé toute ma vie. Je veux dire, le système de santé, c'est quand même des gros montants d'aller au privé. Puis à un moment donné, bien, cette personne-là m'a répondu, si j'avais pas eu ma chirurgie, j'étais pour demander l'aide médicale à mourir, j'étais plus capable de souffrir. Exact. J'ai vécu ça 2 fois dans Terrebonne, dans la partielle. Dans chacune des partielles, moi, je fais énormément de porte-à-porte. Un, parce que si je m'engage envers un ou une candidate, je suis au poste. Mais c'est l'exercice le plus utile pour comprendre ce qui se passe, parce que les gens te parlent de leur vie. Puis des fois, ils te font rentrer dans le salon. Puis, genre, c'est arrivé 2 fois à Terrebonne. La personne m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit... Ça fait tant de mois que je suis sur une liste d'attente. Maintenant, il y a des métastases. Je ne serai même pas là pour voter, c'est fini. Mais c'est un autre sujet. C'est celui d'un système de santé qui échoue à faire les chirurgies à temps, peu importe ce qu'on nous dit officiellement. Puis moi, ça fait quelques symptômes de cas vécus. Fait que, quand tu es à ça devant la personne, tu ne peux pas le nier que ça a lieu, là. Et c'est un système, donc, où soit on contrôle le nombre de personnes qui ont accès à ce système-là, puis on enlève de la bureaucratie, on réinjecte en nombre d'actes médicaux, puis on essaie de rattraper, ce que le gouvernement actuel n'a pas réussi à faire. Aucun. Croyez-vous être capable? Bien, c'est ça. Je peux même pas être quelqu'un d'honnête, parce que c'était malhonnête quand, je le dis, là, je le pense, quand François Legault disait « Moi, je vous promets qu'en 90 minutes, vous allez tous avoir un médecin. » là. C'est rendu pire. Non, mais c'est trop facile. Puis je vais avoir ce défi-là aux prochaines élections. Tu sais, j'ai Charles Milliard qui dit « Moi, il va y avoir 100 000 logements sociaux construits. »
C'est pas vrai. Il n'y a même pas d'infrastructure de tuyaux en dessous. Les villes disent toutes, on voudrait bâtir, on n'a plus de système d'aqueduc. Puis les systèmes d'aqueduc n'ayant pas été entretenus, ils coulent. Avez-vous de l'argent? Le problème des élections, puis ça va être mon défi, c'est que si tu veux maintenir la confiance de la population, il faut que tu dises des choses qui sont réalistes, même si tu vises haut. Parce que si tu vises pas haut, tu n'as pas d'affaire là. Mais il faut que ce soit réaliste et réalisable. Mais tu es confronté à, constamment à chaque élection, des partis qui vont dire, moi, regardez bien là, la solution magique, ça va arriver, puis je vous promets ça, puis je vous promets ça. Puis ils promettent souvent un résultat, alors qu'ils n'en ont aucune idée. Tu sais, je veux dire, 90 minutes pour voir un médecin, qu'est-ce qui fait que c'est 85 minutes, 95 minutes ou 8 heures, comme dans certaines urgences, ce matin, là? Puis là, je n'ai pas la propriété intellectuelle de ça, c'était une question des libéraux. Mais la question des libéraux ce matin, c'était Fortin qui disait à Legault, je vais vous donner le temps d'attente dans les urgences puis dans les hôpitaux du Québec ce matin. 8 heures, 9 heures, etc. C'est un des plus gros défis, puis c'est un des plus gros cas de bris de confiance de la population. C'est-à-dire que la population, sur la santé, a comme un peu lancé la serviette, puis en même temps, il s'est pris de très mauvaises décisions. C'est indéniable. Fait que, est-ce que le déclin peut arrêter avec un vieillissement de la population qui fait de la pression? Une migration aussi, comme chez les demandeurs d'asile, certains hôpitaux se sont confiés à moi en disant, mais la proportion de nos tables opératoires qui sont pour des demandeurs d'asile, c'est près de 20 % à certains endroits, là. Donc, vieillissement, pression migratoire démographique, des décisions, je parlais des infirmières en agence privée, mais à date, mon plan de match, parce qu'on va être précis et on va proposer des choses en élection, mais j'essaie de m'entourer des gens qui connaissent ça le mieux puis qui sont les plus solides au niveau de la démarche intellectuelle, parce que c'est des problèmes complexes. Puis si j'arrive à ça comme première étape, j'ai des chances que ça s'améliore. Mais si on est réaliste et honnête, pour ce qui est de la santé, le but, c'est cesser le déclin, la détérioration. Puis c'est encore faisable dans la mesure où, moi, mon expérience de ma famille et de mes proches, accouchement, maladie rare ou accident, on a encore un foutu bon système, puis des gens très dévoués dans plusieurs des expériences. Fait que c'est pas un système complètement non plus... Tu sais, on peut pas non plus passer sous silence toutes les fois que ça fonctionne bien, puis que le système livre la marchandise avec des gens dévoués. Mais il y a quelque chose clairement qui est une détérioration, surtout au niveau des listes d'attente. Puis l'objectif qu'on devrait se fixer, c'est arrêter la détérioration puis arriver à une amélioration, ce que malheureusement a été un échec sous la CAQ. Vous ne pensez pas que si vous êtes capable d'être traité au même prix au privé qu'au public ou à moindre coût, et que vous n'êtes pas capable de vous faire traiter dans un temps raisonnable au public, que vous seriez capable d'être traité au privé et être remboursé par la suite sur l'assurance maladie? Vous ne trouvez pas que ça serait une option envisageable? Ce qu'on a vu avec les infirmières et les médecins, c'est que c'est juste du transfert de personnel. C'est que ton médecin du public, il va au privé, puis il charge c'est le même médecin, là, on l'a vu, là, des fois, tu as des blocs opératoires, c'est-tu privé ou c'est-tu public, mais c'est la même personne, là. Donc, il y a une question d'effectif, combien il charge pour l'acte médical. C'est un échec, je pense, malheureusement, le changement de mode de rémunération qui était supposé amener d'autres choses que le paiement à l'acte. Au Danemark, ça a l'air de fonctionner, par exemple. Oui, puis privé, il faut faire attention parce que le privé des États-Unis puis le privé en France, ça n'a rien à voir. Là, c'est des systèmes complètement différents. Mais je veux dire une chose sur l'avenir de notre système de santé qui me semble encore bien plus déterminant que le modèle français, danois puis américain. J'avais préparé des statistiques là-dessus, je veux juste pas me tromper d'un chiffre. Je vais donner des statistiques sur la santé des Québécois. Parce que le système de santé, il est le reflet de combien de personnes cognent à la porte avec un bobo. Depuis 2014-2015, là, on est rendu à seulement 27 % des Québécois qui sont considérés comme actifs, qui font du sport et qui bougent. La proportion de personnes sédentaires chez les 15-64 ans est passée de 32 à 37 depuis 10 ans. L'obésité est passée de 16 à 23 depuis 2008. Puis là, je passe à côté des problèmes de santé mentale. La courbe est comme ça. Puis moi, je suis allé dans les urgences les pires, là, les plus toughs, comme c'est pas à Gatineau. Là, il n'y a vraiment pas de ressources. Il y a une concurrence d'Ottawa là-dedans. Là, Puis je parlais avec les médecins et les infirmières à l'urgence. Puis ils disent, Paul, si tu savais le nombre de cas
liées à la prise de drogue, aux problèmes de santé mentale, idées suicidaires. On ne fournit plus aussi parce que la population ne va pas bien. Sa courbe de santé se détériore, puis il n'y a pas un système privé ou public au monde qui va être capable de faire face à des pourcentages majeurs de la population qui ont des enjeux de santé mentale, de santé physique, puis qui ne vont pas bien. Donc, si vraiment on vise la santé, il va falloir aussi se pencher sur le fait qu'il faut que notre monde soit en santé puis qu'on leur donne des objectifs d'être en santé. Ça va prendre aussi une responsabilisation parce qu'on se fait beaucoup aller sur la pilule au Québec, là. Il y a bien des choses à dire sur la santé, mais les prescriptions d'antidépresseurs puis les prescriptions de pilules à des enfants, là, on est les champions en Occident au Québec. Puis on prescrit ça, là, let's go. Puis on se pose très peu la question, mais qu'est-ce qu'il y a cet enfant-là? Pourquoi il va pas bien? Le but du système de santé, est-ce que c'est d'être en santé ou de faire des actes médicaux puis des prescriptions? Et il y a une nouvelle discussion que nous, on va imposer, à savoir si notre santé mentale est complètement en dérape, puis notre santé physique, on ne bouge plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'au rythme où ça va, il n'y a pas un système au monde qui va être capable de s'adapter à la courbe qu'on vient de prendre. Puis de toute façon, ce n'est pas dans notre intérêt, parce que des gens qui ne sont pas en santé physique ou mentale, c'est pas bon. Là. Le but d'un gouvernement devrait être le bien-être de sa population. Puis je trouve que cet aspect-là, on est en train de complètement l'échapper. J'ai demandé à ce qu'un des conseils nationaux soit sur cette question-là. On a reçu des experts et tout. Mais c'est aussi un des éléments qu'on va imposer dans notre, si jamais c'est nous autres qui sont choisis. Notre travail sur le terrain est primordial pour une démocratie. On vous montre l'autre côté de l'histoire. Mais cela comporte des risques. Nous avons besoin de sécurité. Si vous le pouvez, vous pouvez contribuer à soutenir alexa.com. Faites le don de votre choix et merci de faire sûr que moi et mon collègue, nous restons en sécurité.